chose de beau. Nicolas Chevalier, bonjour. Donc on se voit dans le cadre d'entretien qui a pour sujet la friche artistique Lamartine, le relogement de la friche artistique Lamartine. Donc ces entretiens se déroulent au Kinetoscope, à la friche artistique Lamartine, dans le 3e arrondissement à Lyon. C'est important de dire tout ce que tu diras, engage que ta parole, et pas celle du collectif. Voilà, qui es-tu? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. Alors moi je fais partie d'une compagnie d'art de rue qui fait de la jonglerie enflammée, qui s'appelle la compagnie Cessez-le-Feu. Et je suis rentré dans les friches par cette porte, enfin par la friche, c'était à la friche RVI, pas à la friche Lamartine. Je jonglais déjà avant et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans la friche. Friche RVI, t'es arrivé dès le début? Non, je suis arrivé, ça devait être 2007 ou 2006. D'accord, donc c'était déjà bien avancé? Ouais, c'était en phase, c'était début de la phase de relogement, enfin de projection de relogement. Après ça dure du temps. 3 ans à peu près? 3-4 ans, ouais. Et la compagnie Cessez-le-Feu était déjà présente dans RVI? Oui. Donc toi tu as rejoint Cessez-le-Feu qui était hébergé dans... C'est ça, en fait la compagnie Cessez-le-Feu, je crois qu'il est rentré en 2002 à RVI. 2001 je crois. Ouais. Ah, voilà. Après il y a la version de Omar et la mienne. Et les versions off, les versions officielles. C'est ça. Donc du coup j'y suis rentré et vu que j'ai toujours... et ce que j'ai fait aussi ici à la friche, c'est que vu que j'ai toujours eu un engagement associatif fort, enfin c'est dans mes gènes et dans mes envies, j'ai voulu participer à la vie du lieu. Ok, et donc du coup ton implication, ne serait-ce que de RVI à Lamartine par exemple, ça a été de... Les multiples. Je pense qu'elle est devenue pour moi une nécessité à partir du moment où ça m'a permis de vivre du métier de jongleur. Parce qu'au départ, moi je ne suis pas du tout dans le spectacle. Et c'est grâce notamment aux friches que j'ai pu me professionnaliser et du coup pratiquer ce métier. C'était un hobby au départ et qui s'est transformé en profession en fait. Ouais, c'est ça. À travers la rencontre, enfin, à partir du moment où tu es rentré dans une friche, en fait, tu t'es professionnalisé à cet endroit-là. C'est ça, en fait après ça a mis 2-3 ans, mais c'est grâce un peu à cette culture alternative ou à ces réseaux alternatifs à moindre coût, qui accueillent des compagnies et des groupes de musique que j'ai pu en faire mon métier, plutôt que rester dans le privé. Moi je bossais dans la physique. Okay. Donc c'était quand même très différent. Donc mon engagement, il a encore plus de sens quand je me dis que c'est grâce à ce lieu que je peux pratiquer ce métier. Okay. Qui a un gagne-pain, mais aussi une forme de militance, quoi. Oui, c'est ça, d'engagement. Enfin, c'est un art de vivre aussi, à mon avis. Et dans l'engagement pour la friche, j'ai fait plusieurs choses. Alors, à RVI, c'était quand même plus chaotique. Donc après, il y a la participation au chantier collectif, aux réunions, mais il y avait plus de tension et d'agressivité, et c'était encore plus anarchique. Parce que c'était plus grand? Parce que c'était plus grand, parce que c'était pas les mêmes personnes, c'était plus... il y avait plus de contre-culture en fait. Après, il y avait plusieurs espaces différents, nomades, réseau, Caraïbes, enfin je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais à réseau, il y avait aussi beaucoup de gens qui militaient, des punks à chiens, des squatteurs, il y avait l'atelier vélo partagé, donc du coup il y avait aussi toute une philosophie de militance et aussi peut-être des gens qui étaient plus à la marge. On a eu des Roms ou des gens qui ont plus de difficultés d'intégration sociale ou psychologique au système normé de la société. Mais donc c'était au-delà d'une friche artistique, là, en l'occurrence? Oui, complètement. Ouais. Mais c'est quoi une friche artistique en fait? Voilà. C'est ça la question. Alors qu'est-ce que c'est une friche artistique pour toi? En fait, il y a des friches artistiques. Moi j'y vois déjà un espace historique qui a vécu à travers l'histoire de l'industrie et que les gens peuvent se réapproprier pour pouvoir pratiquer un art ou une activité qui, on va dire, va les aider
à s'émanciper eux-mêmes ou à s'émanciper de leur vie de tous les jours ou de la société. En fait, ce qui m'est arrivé, je calque mon histoire sur ce que je projette, sur ce que j'ai envie que ce soit une friche. Et je pense que c'est vraiment c'est une bulle de liberté, en fait, d'expression personnelle et aussi d'expérimentation sociale, artistique, de rencontres. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait énormément de friches artistiques pour que les gens puissent se confronter à l'expérimentation de gérer un lieu, du coup de gérer le pouvoir, d'avoir une activité artistique, de se mettre à nu devant d'autres gens aussi, parce que quand on fréquente ce genre de lieu, je trouve qu'on va plus loin dans les rapports sociaux par rapport à ceux que j'ai vécu en entreprise, où c'est plus codifié. Donc il y a plus de liberté, donc ça nous remet plus intérieurement. Comme disait Christina, je crois, dans son film sur la friche met en friche. Elle interroge sur qui on est, sur nos rapports humains, sociaux, à l'art. Et moi, c'est un peu ça, ma friche. Je crois qu'il y a un côté où j'aimerais plus de... Comment dire ? Qu'il y ait plus de gens de l'extérieur, de plus de milieux différents qui puissent venir à la friche. C'est un peu au carrefour du centre culturel, de la MJC et de la friche. Est-ce que cette dimension populaire là, un peu qu'il y avait sur la friche Herveilly, est-ce qu'elle a su être sauvegardée dans la nouvelle friche, dans la friche Lamartine actuelle? Alors je dirais pas qu'Herveilly c'était populaire non plus. C'était plus contre-culture, disons. Okay. Mais c'était pas non plus populaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la mamie du quartier qui allait faire du tricot ou... Alors c'était peut-être plus mixte. Ici, il y a toujours ce côté-là, notamment parce que l'accès aux ateliers est à un coût très bas. Donc déjà, ça veut dire que les gens qui peuvent fréquenter le lieu peuvent le faire vraiment à moindre coût. Ce qui est déjà, ça joue beaucoup sur le public qui peut venir. Il n'y a pas de sélection à l'entrée sur dossier. Après, il y a une sélection parce que tu connais les gens qui gèrent les lieux ou pas, parce que les lieux sont dispo, parce qu'il y a une limitation quand même de l'espace. Et la cooptation, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais en dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce que c'est pas un bon modèle? Est-ce que naturellement les gens fonctionnent comme ça? J'aurais du mal à dire bon ou mal. En tout cas, je pense que ça a ses limites. Ça a ses limites parce que moi, j'ai vu dans l'évolution de la friche, à certains endroits ou à certains moments, que la cooptation, ça pouvait créer des gens qui ne connaissaient pas le projet, ou en tout cas des gens qui se désintéressent du lieu parce qu'ils sont rentrés par un ami ou par quelqu'un qui les a pas renseignés, qui leur a pas fait visiter la friche, qui les a pas sensibilisés à qui on était. Tu veux dire qu'ils vont profiter du lieu sans... En fait, ils profitent parce qu'ils sont pas renseignés aussi. Enfin, je veux dire attention au jugement là-dessus, c'est-à-dire que les gens, on leur dit voilà, viens profiter effectivement d'un atelier, d'un espace de travail. On va pas expliquer comment fonctionne la friche. Qu'on a besoin d'énergie bénévole pour que le lieu y tourne. Et du coup, la cooptation, oui, ça délimite, surtout après, quand après il y a des ateliers vides aussi, ça c'est un autre problème. C'est lié au fait que, vu que c'est pas cher et que t'as pas forcément une pression très forte de l'autorité à la friche et que t'as un sentiment d'acquis, avec l'ancienneté, les gens ne se mettaient pas forcément dans la situation de se dire « Attends, là j'ai mon atelier vide pendant un mois, il faut qu'il soit rempli parce qu'il y a plein de gens qui ont faim et qui en ont besoin. » Ça, tu le déplores par exemple? Ah oui, complètement. Ouais. À sa juste mesure. C'est-à-dire, je suis pas pour une friche... si c'était 100% plein, ça serait super. Mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait du vide et que ça circule et qu'on prenne le temps, que les projets naissent et que ça bouge. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'ateliers vides et du coup ça fait perdre de l'énergie
au lieu, quoi. Parce qu'il y a moins de synergie. Oui, il y a moins de gens présents aussi, du coup. Ouais. Donc, du coup, en termes d'implication, c'est plus compliqué dans l'association. Ouais. Et puis il y a moins d'envie. Ouais. Voilà, après ça c'est... Tu connais d'autres friches, toi, artistiques? Je suis allé dans quelques autres. Moi je suis allé au complexe du Crabe, Qui se situe? qui est dans la Drôme. C'est un ancien bâtiment. C'est un bâtiment agricole qui est mis à disposition par un agriculteur pour qu'il y ait un lieu artistique. Ok. Il aurait pu le vendre pour un autre agriculteur, mais il voulait que ce soit de l'artistique. Donc du coup, T'as côtoyé un peu ce lieu-là ou... moi j'y suis allé quelques fois. Ouais. Enfin, je veux dire, dans le sens de leur organisation, de... Bah oui, ça j'ai oui. Ouais. Oui, ça je l'ai vu. Après, moi j'ai connu d'autres lieux, mais alternatifs, aussi dans le social et le solidaire, ou autrement l'agriculture aussi. Moi je suis allé garder des chèvres à Cravirola, qui est dans le Mercantour, donc là j'ai passé du temps avec les gens qui géraient le lieu, enfin qui l'autogéraient. J'ai passé 6-7 ans à la boulangerie du Prado, qui est un lieu alternatif, un bar associatif où j'étais dans le CA. J'ai même été président à l'époque. Donc là, je connais bien un fonctionnement associatif. Après, c'est pas aussi grand qu'une friche, là, c'est qu'une salle. Mais c'est quand même une ancienne boulangerie qui est devenue un lieu de résidence et de spectacle. Donc il y a quand même cette identité de... Du coup, est-ce que tu as retrouvé les mêmes enjeux, que ce soit économiques ou relationnels? Enfin, qu'est-ce qui fait la singularité de la friche Lamartine, par exemple, par rapport à ces autres lieux-là? Alors, par rapport au lieu que je connais, c'est que la friche Lamartine, c'est un continent. C'est un énorme paquebot. Donc en fait, on ne peut pas le diriger. Il ne peut pas avoir de capitaine. Il peut pas ou il veut pas? Les deux. Mais je pense qu'il y a trop d'inertie, en fait. Quand tu mets le coup de volant sur le bateau, ben, il bouge beaucoup plus tard et pas forcément. Et il y a des courants profonds. Et... En fait, il y a tellement une multiplicité d'identités, d'envie, de raisons pourquoi les gens sont là. Il y a un côté où c'est un peu ingouvernable. Louis disait ça de RVI aussi, Louis Cahu, qui était notre voisin pendant longtemps. Moi, je pense qu'il y a un côté où c'est tellement grand que c'est très difficile à diriger. Donc, du coup, il y a une espèce d'inertie, de temps qui se prend. Et c'est bien ou c'est pas bien? Enfin, qu'est-ce que ça fait dire quoi là-dessus? Ça mène quoi comme réflexion? Que plus les friches sont grosses, plus elles sont ingouvernables. Et puis, mais du coup, il y a peut-être quelque chose, il y a une contrepartie à ça ou pas du tout? Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vivant. Et ça change, et c'est variable, et t'as pas qu'une seule manière de penser, une seule manière de faire. Et du coup, il y a une sorte d'alternance politique, entre guillemets, au pouvoir, mais qui est même dans les couloirs, en fait. Donc du coup, ça reste vivant, et il n'y a pas... vu que le lieu, il est géré... Bon, alors il y a Maud qui est l'employé, mais autrement, en fait, et Léa, enfin, les deux salariés. En fait, il est géré par les gens, enfin, par les artistes et les gens qui sont dans le lieu. Donc en fait, il y a une espèce de roulement à cet endroit-là qui fait que c'est très vivant, et ça, c'est très rare. Parce qu'il y a souvent un côté où ça se scinde entre la bureaucratie, les gens des bureaux qui sont là tous les jours et qui sont rémunérés pour ça, et les gens qui ont un autre type d'activité. Et du coup, ça scinde l'énergie du lieu avec des gens qui sont en bureaucratie, qui vont aller au plus simple et au plus rapide dans leur fonctionnement. Et en fait, petit à petit, je trouve que ça va se déshumaniser. Un peu ce qu'on voit dans nos sociétés aujourd'hui, avec toujours plus de normes, de règles. Toi qui as l'expérience d'ailleurs de ça, parce que à RVI, il n'y avait pas du tout ça. À Lamartine, quand on est arrivé, il n'y avait pas ça au départ, avec un mode de fonctionnement de bureau collégial, mais voilà. Après, Maud est arrivé, il y a quand même eu des choses comme ça qui se sont mises en place. Qu'est-ce que tu as pu constater de ça? Quand tu parles de déshumaniser, ça veut dire quoi? C'est qu'après, il y a une gestion plutôt administrative des choses et que du coup, on en perd le sens de l'implication d'un lieu comme ça qui se veut un peu, qui se veut artistique, qui se veut un peu militant, qui se veut un peu... Après, ça, c'est que ma vision. Oui, mais justement, parce qu'en fait, il y a des gens ici qui vont dire qu'ils sont juste là pour produire de l'art. Ils sont là pour ça. Et je le comprends, c'est très bien.
Moi, l'évolution que j'ai vue, c'est qu'on était dans une obligation de s'organiser. Donc, moi, j'ai participé au recrutement de mode, d'ailleurs. J'ai participé à la mise en place des groupes de travail. Donc, j'ai participé à cette structuration. J'ai l'impression d'avoir vécu un moment aussi, une année ou 2 années, un peu d'âge d'or ici, où c'était après la sortie de RVI, où il y avait encore beaucoup, beaucoup de tensions. Et le moment où on a commencé à s'organiser ici, où il y avait une espèce de nouveau jouet, de bonne humeur, qui a fait que le projet a... Une nouvelle dynamique, quoi. Voilà, une nouvelle dynamique. Et le projet a pris corps. Et après, plus il s'est structuré et plus il a grandi, plus après il y a une crise de croissance. Et en fait, c'est comme dans les empires, quand il y a une crise de croissance, ben après il faut déléguer. Donc après, tu vas avoir un roi, un gouverneur, un préfet. Et puis en fait, petit à petit, vu qu'on a plus de responsabilités, parce qu'on a des salariés, parce qu'on a plus de groupes de travail, parce qu'on a un niveau d'exigence plus élevé, on veut faire un festival, on veut intervenir avec les autres friches, on veut aider les gens à la création, enfin on veut proposer plus de choses aux adhérents et à l'extérieur. Et ben ça du coup, petit à petit, ça sectorise. Et il y a des gens qui sont plus du tout, qui sont moins renseignés, qui sont moins imbibés, j'allais dire, de comment fonctionne la friche. Et du coup, il y a plus de décalage qui se crée. Parce qu'il y a une délégation, en fait, c'est ça. Enfin, il y a une délégation des gens, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont à des postes et puis qui gèrent ces postes-là. Et que du coup, en fait, les gens s'impliquent moins, peut-être, parce qu'ils ont l'impression que ça roule ou, parce qu'ils ont l'impression que ça roule et parce qu'ils... En fait, c'est normal, c'est l'habitude. Soit tu arrives ici et tu sais pas trop comment ça fonctionne et tu n'as jamais pris des postes de responsabilité ou qui sont devenus des postes de responsabilité importants avec les années. Du coup, tu sais pas que moi j'ai fait genre les relances pour les sous avec la compta, ou tu gères les legs ou la régie. En fait, tu vois pas tout l'étendue du travail qu'il y a à faire. Donc ça c'est possible. Ou autrement, tu l'as fait et t'es amer et tu veux plus le faire parce que tu trouves que c'est pas forcément facile à vivre. Le décalage qu'il y a entre quelqu'un d'hyper renseigné, hyper au courant et hyper engagé, et en fait les gens qui le sont pas. L'exercice le plus difficile, je trouve, dans cet exercice-là, c'est de rester dans une démarche pédagogique où il faut toujours réexpliquer aux gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, avec une espèce d'accueil, d'amour, de calme. Viens participer, c'est super, t'es nouveau. Mais en fait, là, tu me poses cette question. C'est vrai que c'est la 2000e fois qu'on me la pose cette question. Mais en fait, je vais encore t'accueillir, encore te faire visiter la friche, je vais encore t'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pas le lot des gens qui sont en responsabilité sur des lieux qui sont alternatifs, qui sont des lieux intermédiaires, donc qui ne sont pas normés, et donc du coup, avec un modèle qui n'est pas traditionnel. Donc c'est un peu le lot quand même des gens qui sont en responsabilité de ces lieux, de devoir réexpliquer quotidiennement, à chaque nouveau venu, en fait, le mode de fonctionnement qui est un peu atypique. Ah oui. Mais en fait, il y a des gens ici qui ne se rendent pas compte de ça et qui vont pas forcément transmettre cette information quand ils vont accueillir des gens, genre sur leur plateau. Ils vont accueillir une compagnie qui va répéter. Ils vont pas prendre le temps de leur expliquer pendant 1 heure comment fonctionne la friche et de faire la visite. Pour que les gens se sentent un peu concernés, ou autrement qu'on leur raconte juste l'histoire en fait du lieu. Et ça après ça fait un peu culture commune. Et parfois les gens d'ici se rendent pas compte que juste s'ils parlaient un peu à leurs voisins de ce qu'ils font, de comment ça fonctionne, ça serait ça mettrait plus d'huile dans les rouages en fait. Et ça centraliserait moins le pouvoir. C'est ça. Est-ce que c'est pas une façon de garder le pouvoir, de pas trop transmettre l'information et tout ça? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Évidemment. Et puis évidemment, si en plus tu réfléchis un peu tout seul dans ton coin, tu peux arriver avec des trucs tout ficelés, tout montés, et puis tu dis, voilà, moi j'ai telle envie, tel truc, plutôt que le confronter à d'autres gens et à ce que ça vive, à ce qu'on prenne le temps du débat. Après, il n'est pas évident à trouver le temps du débat ici, parce que ça dépend le temps que tu y passes, personne n'a les mêmes vies. Mais après, moi je trouve, dans l'expérience de la friche, je trouve que c'est vraiment un des points les plus intéressants, ce côté expérimentation politique, du pouvoir, d'un système, les tensions, comment ça bouge. Et je pense que c'est une vraie école,
c'est une vraie école de la vie. Et puis ça explique bien la difficulté que peuvent avoir les patrons de gérer leur boîte, ou le maire, ou le président de la République, ou pour gérer une asso. Je pense que ça interroge beaucoup. Ouais, ça nous interroge beaucoup dans notre position. Tu parlais de la gouvernance. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille sur les GDT. On travaille sur depuis le début en fait, sur un collège plutôt qu'un représentant, enfin secrétaire et tout ça. Est-ce qu'avec le temps, tu as vu qu'il y avait quand même une forme de hiérarchisation dans les prises de décision, dans les sujets qui seront mis sur la table, naturels, parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation réelle en fait au sein de la friche. On n'a pas d'organigramme, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il y en a un qui s'instaure quand même naturellement? Moi, j'ai fait des organigrammes. Donc, après, il n'y a pas de hiérarchie définie, mais après, il y a des chaînes de décision, tu veux dire, les organigrammes que tu as pu faire? Forcément, après, il y a des chaînes de décision qui se mettent en place malgré nous, même si on aimerait que les responsabilités soient plus partagées, que ça tourne plus. Mais par exemple, je me mets à la place de Maud, elle va préférer demander un conseil ou un avis à Robert parce qu'il est solide plutôt qu'à Michel parce que lui, il fait que boire l'alcool. Enfin, je donne un exemple, mais en fait, de fait, les salariés, l'humain fait que tu t'entends mieux avec certaines personnes et que du coup, il y a des gens qui se retrouvent à des positions de pouvoir de manière ou qu'on met dans des positions de pouvoir de manière. Mais justement, tu pourrais retrouver la même chose en fait dans une boîte, dans une entreprise traditionnelle avec deux personnes à poste égaux. Il y aura quelqu'un qu'on va solliciter plus parce qu'il sera plus avenant ou plus compétent en fait, à répondre. Ma question c'est, est-ce que comme il n'y a pas vraiment de hiérarchisation au sein de la friche Lamartine, est-ce que tu as pu observer qu'il y en avait quand même une qui naturellement, organiquement se mettait en place de par et le temps de présence des gens, je vais dire par exemple le charisme ou l'implication ou le bagou, est-ce que tu as pu observer ça? En fait, je pense que le pouvoir, on te le donne. En fait, tu le prends pas. Donc, ce qui se passe, moi par exemple, je sais quand j'étais au collège ou quand je gérais le GDT compta, les gens, ils venaient vers moi et ils me disaient « Ah, Nico, en fait, je suis en retard sur mes cotises » ou en fait, ils t'offrent du pouvoir parce qu'ils ont projeté sur toi. C'est Nico, il gère. Attention, c'est papa, c'est lui qui gère la tirelire ou c'est lui qui va pouvoir avoir une incidence sur le relogement et tout. Je sais que j'en ai parlé à des gens qui sont au collège en ce moment. Ils m'ont dit c'est terrible comment ils ont vu des gens changer parce qu'ils étaient eux à une position de pouvoir et que les gens sont devenus un peu lèche-bottes ou un peu beaucoup plus sympas. Donc il y a une forme de hiérarchie ou de rapport de pouvoir là qui s'est instauré effectivement. Mais c'est au moment surtout où les gens ils ont un intérêt à défendre. C'est ça. Mais c'est intéressant que tu dises que justement c'est à l'endroit où tu étais parce que tu es dans le faire. Qu'à partir du moment où tu t'es positionné par exemple sur la compta, sur le GDT compta, et que à partir de là tu deviens autorité parce que tu es en responsabilité d'une certaine façon, quoi. Donc cette désignation un peu du pouvoir qu'on te confère, en fait, il se fait de parce que toi tu t'es engagé en fait à un moment donné, parce que tu as vu qu'il y avait quelque chose de vacant à un endroit, enfin là où tu pourrais être utile en fait, c'est ça. Donc ça serait plutôt général ça en fait, la façon dont la friche au niveau de la gouvernance ça s'est produit, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont pris, y compris des engagements, des responsabilités à un moment donné en fait, on va il y a un pouvoir qui s'est créé à cet endroit-là, ne serait-ce que parce que c'est le visage, enfin c'est la référence en fait sur un domaine particulier. Je pense que ça dépend quand même des personnalités. Il y a des gens qui sont plus discrets, il y a des tâches qui sont plus des tâches de l'ombre, enfin qui sont moins en représentation. C'est différent de faire des saisies compta tout seul dans le bureau que d'aller voir des gens en compta parce qu'il y a des impayés. C'est pas le même reflet, quoi. C'est pas la même chose. Donc du coup, là, ça crée pas les mêmes... ça crée pas forcément les mêmes positions de pouvoir. Après, il y a des gens, ils ont plus... Après, il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance dans ce qu'ils font pour la friche. Alors ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est un... C'est un prêté pour un rendu? Moi, je trouve que... Après, ça dépend comment tu es en paix avec toi, mais moi, je vois dans d'autres lieux
des gens, genre des couples, qui n'avaient pas d'enfants et qui avaient monté un lieu alternatif, qui avaient 30 ans, c'était clairement leur enfant et ça se voulait être un lieu collectif. Mais en fait, ça ne l'était pas vraiment parce que c'était leur bébé et ils n'arrivaient pas à déléguer. C'était conscient ça, le fait qu'ils n'arrivaient pas à déléguer ou alors tu... Non, c'était inconscient. Ouais, c'est ça. Et ici, je pense que c'est pareil. Il y a des gens qui, et pour des bonnes raisons, qui ont participé à l'édification ou qui ont besoin d'amour, de reconnaissance ou qui ont ce besoin de réussite. Moi, je dis pas que j'en ai pas, hein, mais et qui du coup, ils ont besoin d'être reconnus dans leur travail ici et qu'ils soient mis en avant. Et ça, à ce moment-là, ça peut créer des tensions, oui. Parce qu'il n'y a pas les mêmes, après, il n'y a pas les mêmes attentes. Bon, je crois que j'ai un peu dérivé là. Mais... Oui, non, mais c'est très bien parce que, en gros, on parle un peu de la question du collectif, Lamartine. Qu'est-ce que tu peux en dire comment, en 10 ans, là, on a vu, voilà, je ne refais pas l'histoire, mais bon, on avait un peu différentes compagnies, associations, groupes de musique, en fait, qui étaient un peu juxtaposés. Et à un moment donné, en fait, il y a eu des rencontres qui se sont faites. Il y a forcément cet asso, l'asso qui était au début que pour la gestion du bâtiment. Et du coup, là, il y a une mentale quand même qui s'est créée. Il y a un collectif, Lamartine, on peut en parler dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et je pense que tu es là. Comme tu disais, tu as fait partie des gens qui ont édifié ça. Qu'est-ce que tu peux en dire? Tu as quelque chose à en dire à ça? De quoi exactement? Du collectif, en fait. Comment il s'est monté, comment... Il y a quand même un souci. Ce qui revient régulièrement en ce moment, c'est surtout le fait du passage un peu de relais. Oui, d'accord. Tu vois? Moi, je trouve qu'on se fouette beaucoup. Que globalement, le collectif, il va bien. Enfin, j'ai vraiment connu des collectifs qui allaient mal. Après, il y a des tensions, il y a des choses où le collectif a été mauvais, et puis où il y a des individualités qui en ont souffert. Après, là, c'est vrai qu'on a un problème d'usure et de fatigue, et de renouvellement, de pensée et de gens, je pense. C'est-à-dire que nous, à titre personnel, on vieillit tous. Enfin, moi, je m'estime être un vieux grognard de la friche, et j'aimerais vraiment bien ne plus avoir de responsabilité. Parce que je pense que ce serait très important qu'il y ait d'autres gens qui prennent la main et qui fassent ça à leur idée, avec l'histoire du lieu qu'on est. Et effectivement, je pense qu'on a eu du mal à accueillir des nouveaux, parce que notamment, on n'a pas suffisamment intégré de nouvelles personnes dans le collectif qui ont fréquenté beaucoup le lieu. Je pense que c'est très complexe, mais il y a eu le côté de consommation où les gens sont plus venus que répéter, mais se sont pas mis dans le collectif, mais parce qu'on leur a dit que le lieu c'était ça aussi. Après, il y a des gens qui fréquentent que le lieu pour le professionnel, et c'est bien, mais qui sont pas là au quotidien à discuter, à sortir les poubelles, enfin les fameuses poubelles, à nettoyer les toilettes, à se rendre compte qu'en fait, il y a une base nécessaire qu'on doit faire ensemble. Et sortir les poubelles, et discuter des sous. Et en fait, c'est chez eux. Et il faut qu'ils participent à cette discussion. Enfin, en fait, il faut qu'on soit le maximum à participer à cette discussion. Et petit à petit, en fait, les gens qui ont beaucoup donné se sont fatigués. Et il y a des gens qui sont partis. Et on n'a pas été forcément ouvert sur l'extérieur parce qu'on n'avait pas forcément la nécessité financière ou de reconnaissance d'accueillir des nouveaux. Et je me souviens de discussions que j'ai pu avoir où il y a des gens qui disaient il faudrait qu'on soit beaucoup plus cher en tarif. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour que les gens donnent plus d'énergie et de temps. Parce qu'ils se diraient attends, là je viens, ça me coûte tant, c'est que c'est un lieu qui est super et il fonctionne comme ça. Ils vont plus s'intéresser au lieu et au fonctionnement. Tu penses qu'il y a une relation réelle en fait entre le coût de ce que représente un espace comme ça, de pouvoir bénéficier d'un espace, et l'implication que ça produit chez les gens? Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ta démarche, là, dans ta réflexion, c'est de dire, comme c'est pas cher, c'est pas bien grave. Eh oui. C'est ça? Mais bien sûr. C'est-à-dire, là, j'avais loué l'espace cessez-le-feu, c'est 10 balles, mais en fait, je peux pas venir. Mais en fait... Tu perds que 10 balles. Ouais, tu perds que 10 balles, et puis tu préviens pas, parce que c'est que 10 balles, et que c'est des wawash. Pour certaines personnes, ça joue. Enfin, moi, je suis pas pour augmenter les tarifs comme ça. Parce que l'accès aux gens qui ont pas
qui ont ce besoin-là et qui n'ont pas d'argent, je trouve que c'est une barrière qui est insupportable. Mais c'est vrai que je pense que si on chiffrait plus, les gens vont se rendre compte de quel est vraiment le coût dans le lieu comme ça, en fait. Parce que nous, notamment, quand on a fait le travail avec le GDT Viasso sur les adhérents du futur, quand on chiffre ici qu'il y a un équivalent de 8 temps plein ou 9 temps plein de bénévolat, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, c'est une économie. Ouais. Voilà. Et la personne qui vient répéter ici et qui fréquente souvent le lieu et qui ne donne pas de son temps parce qu'elle n'en a pas, pourquoi pas. Mais en fait, il faut qu'elle se rende compte que c'est tous ses potes à côté en fait, qui font le boulot. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi en plus, attends, je suis venu à la friche, c'est des potes, ils me font quand même payer 10 balles la journée pour le local, alors que je suis un pote. » Et en fait, parfois, t'en es là de ce rapport. En fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est que 10 balles parce qu'il y a notamment plein de gens qui bossent gratuit et que la ville met à dispo. Et en fait, il y a un déni de réalité qui est terrible. Donc, il y a un vrai boulot de pédagogie et de transmission à faire. Et ça, justement, là, dans les adhérents du futur, la réflexion du GDT Viasso, donc c'est des choses qui sont mises sur la table régulièrement, en fait, des réflexions sur savoir comment définir le fonctionnement de la friche, en fait, qui puisse amener d'une part un engagement ou qu'est-ce qui est vraiment réfléchi en fait dans ce GDT? En fait, c'est comment, pour moi, la démarche a été comment faire pour que les gens se réapproprient l'assaut pour qu'ils soient acteurs dans leur assaut. Oui. Et comment on essaye de faciliter ça à travers le travail des salariés, de gens relais parce qu'ils sont anciens ou parce qu'ils ont des connaissances. Et en fait, le GDT Viasso, c'était d'interroger comment on essaye de redonner une dynamique à la vie associative. Donc après la mesure qui a été prise collectivement, hein, c'était effectivement, elle ne reflète pas trop comment dire, le fait d'être ensemble. C'était en fait une partie du droit de vote qui a été supprimée pour les gens qui étaient pas investis. C'est ça. Ça, c'est ce qui a été mis en place. Ça a été une des réponses, entre guillemets, trouvées pour que l'implication des gens, en fait, pour amener une implication plus importante des gens, ou que les gens qui prennent les décisions sur les orientations en fait, de l'association aient une réelle légitimité à le faire, parce qu'ils sont investis, c'est ça? L'idée principale est un peu là. Ouais, en fait, il y avait plusieurs idées là-dessus. Après, c'était une proposition collective, c'est-à-dire qu'il y avait un fantasme notamment en AG, on est 250, donc on peut faire un festival de 12 jours avec les Rolling Stones, quoi, en gros. Mais en fait, quand tu te comptes vraiment, en fait, on est entre 30 et 50 actifs. Enfin, très actifs, après... C'est vrai que sur les AG, par exemple, sur les 250, on compte globalement 80-90 personnes sur les AG, mais pas tout le temps, mais c'est à peu près le chiffre qui revient. C'est vrai que c'est pas autant qu'on pourrait espérer sur une asso qui dit qu'il y a 250 membres permanents, on est bien d'accord. Et du coup, il y avait ce côté-là où les gens venaient voter sans parfois connaître les dossiers parce qu'ils étaient très loin et qu'ils avaient le droit de vote. Alors, mais en fait, ils prenaient aucune responsabilité pour exercer leur pouvoir ou la capacité de s'occuper de l'association, sauf de dire « Ah ouais, c'est super, faisons ce festival ». Ben oui, en fait, oui. C'est super, mais il faut que tu participes au fait de le faire. Ou autrement, il faut qu'on s'organise différemment en disant bah, « On vote ça, mais qui c'est qui fait ?» Donc il y avait ça. En sachant, ce qui était intéressant aussi, moi je l'ai vu, en tout cas ça se voit, c'est qu'il y a des gens, on leur a dit du coup, maintenant tu es membre investi, donc il faut que tu te bouges. Et il y a des gens qui font des choses aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas avant. Donc en fait, ça crée quand même une émulation. Alors peut-être ça ne durera pas, mais y en a qui sont mis à faire des photos, qui sont mis à venir à des réunions de com, à discuter. Et là, on a vu qu'on était de plusieurs planètes différentes, parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément participé du collectif. Mais du coup, c'est le premier pas vers le partage, vers se comprendre et comprendre nos différences, quitte à pas être d'accord. Et ça crée un peu d'émulation
où les gens se disent, mais en fait je peux faire des choses, j'en suis capable, c'est intéressant, et on en a besoin. Donc c'est plutôt positif peut-être enfin, là, aujourd'hui, tu en dirais quoi là? Parce que ça a été quand même critiqué sur le fait qu'il y ait des gens, enfin que dans une asso, en fait, comment dire, il y a des gens qui ont un droit de vote, il y en a qui ne l'ont pas. Enfin, tu vois, c'était un peu... ça a pu être critiqué. Maintenant, toi, est-ce que... toi, qu'est-ce que t'en dis? Enfin, tu vois qu'il y a quand même des choses qui émergent de ça? Il y a forcément des limites à ce système? Moi, je pense qu'il y a des limites à tout système, à celui-là notamment. C'est ça qui est fort à la friche, c'est que si on veut revenir dessus et le changer, changeons-le. Moi, ça me pose... Enfin, moi, je ne défends rien de personnel dans cette vision-là. Après, moi, je trouve qu'on passe aussi beaucoup de temps à critiquer plutôt qu'à agir. C'est-à-dire ce côté de droit de vote et d'adhérents du futur, c'est le cas dans plein d'associations, où en fait, il y a des gens qui... Enfin, les gens qui sont là, ils font vivre l'asso et ils votent, et ceux qui sont juste dans l'asso, juste ils vont à leur club de volley, ben ils votent pas en fait. En fait, on n'est pas... Et en fait, du coup, on s'est mis à trop parler de ça, plutôt de parler du fond, de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. C'est super, en fait, là, il y a le GDTV Asso, ou le groupe de travail là-dessus, il dit, en fait, on manque d'énergie, faisons des choses, proposons. Et en fait, on perd énormément de temps à s'auto-critiquer et à se critiquer là-dessus, alors qu'en fait, pour moi, ça ne changeait pas grand-chose. Enfin, c'était un peu une décision qui était, à certains endroits, pour moi, uniquement cosmétique, et de prise de conscience collective. C'est un peu un coup de pied dans la fourmi, un peu un électrochoc, enfin tenter quelque chose à cet endroit-là pour... Ouais, puis moi je pense que c'est aussi une question de miroir, c'est-à-dire il y a un endroit où, enfin en tout cas c'est le travail que nous on a beaucoup fait, c'est pour ça qu'on a fait tant de réunions, qu'on a demandé aux gens de venir, c'est qu'il fallait que les gens se rendent compte à quoi l'asso ressemble dans le miroir, combien on est actif, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les missions qu'on remplit, et c'est déjà génial, tout ce que la friche Lamartine fait. Mais ça avait aussi comme fonction de se rendre compte qui on est pour savoir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes de en fait, on se voit plus beau qu'on est, ou plus moche. Parce que ça, y a beaucoup ici de gens qui sont insatisfaits et de tous les bords, entre guillemets, politiques, enfin de toutes les sensibilités. Il y a peu de gens qui disent « Ah, mais c'est super qu'on ait ce projet-là, et c'est un projet... Il n'y a que les gens de l'extérieur qui côtoient peu la friche qui trouvent le projet extraordinaire. Les gens de l'intérieur sont très critiques. Mais bon, c'est ça aussi qui fait débat. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est hyper précieux, un lieu comme ici, et une manière de fonctionner qu'on essaye. Et c'est un vrai bijou. D'ailleurs, bijou qui sera... on va passer sur le relogement, il nous reste à peu près 20 minutes. Donc là j'avais pas fait d'entretien depuis le mois d'avril, donc il s'en est passé des choses. Si je peux te demander en fait de faire un peu le point, parce qu'on est le 3 juillet, 4 juillet aujourd'hui. Oui. Donc il y a eu le fait qu'on n'avait pas d'informations sur comment, qui... Enfin, on savait que le 1er juin, il y aurait quelque chose certainement qui se passerait. Le 1er juin, on a eu livraison. On a vu Gérard Collomb qui nous a livré les bâtiments. Qui nous a livré les bâtiments, donc on a eu les clés. Et là, depuis... Oui, vas-y, je te laisse parler. En fait, on a eu les clés d'un bâtiment. Ouais. Il y a une convention enfin, en fait, il y a 3 sites. Enfin, il y a la robinetterie, Pionchon et Tissot. Sur Tissot, on n'a pas encore les clés. La convention vient juste d'être signée. Et la robinetterie, on a eu, et Pionchon, on a eu les clés début juin, alors que les lieux ne sont pas exploitables par les artistes et par les gens immédiatement, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements à faire, et quand il y a une grosse difficulté normative, c'est-à-dire que vu que c'est un lieu ERP, on ne peut pas forcément faire les travaux comme on veut, n'importe comment, enfin, pas comme si tu es chez toi, et du coup... Ni même ici d'ailleurs, parce qu'ici on n'a pas eu, enfin voilà, on a fait fi en fait des différentes réglementations et tout ça, on n'était pas pris dans les mêmes problématiques, oui. Alors que là maintenant qu'on est ERP, on est soumis quand même à une réglementation minimum. Alors je pense qu'il y a 2 choses, il y a la réglementation et l'air du temps. Ouais. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y avait beaucoup plus de squats et de friches. Et le monde y mute, et notamment le monde urbain. Donc ici, au RVI, on nous a plus laissé faire parce qu'il y avait ces histoires de normes. C'est sûr que là, ils veulent les appliquer.
Mais parce qu'aussi, on n'est pas à la même époque. Oui. Puis le législateur a su peut-être se doter aussi un peu des différents outils pour se prémunir des mouvements un peu de squat qu'il y avait dans les années 2000 et tout. Est-ce que tu penses qu'ils ont appris à accompagner ces mouvements-là aussi? Et que du coup, nous, on fait partie en fait de cet apprentissage qu'eux, ils ont, et que du coup, on a été orientés comme eux, ils ont pensé qu'ils pourraient nous orienter. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que nous les friches, pour moi, c'est toujours une espèce de marge. Enfin, on n'est pas marginaux, mais on est à la marge du système. On propose la récup, un nouveau fonctionnement, des lieux qui étaient abandonnés. Donc on est plutôt sur un truc de marge. Donc du coup, le système, il a tendance à plus taper sur la marge, parce que quand il doit se défendre parce qu'il est agressé par l'extérieur ou ce genre de choses, là, la marge, c'est ce qui lui ressemble le moins. Donc il essaye de le virer, de le neutraliser. Et c'est pour ça que nous, on est impacté beaucoup par rapport à des gens qui sont complètement immergés dans le système libéraliste capitaliste. Donc nous, logiquement, on est, à mes yeux en tout cas, plus impacté. Mais du coup, c'est vrai que là, ça crée des tensions. Après, de toute manière, là, sur les sites, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas simple de bosser avec la mairie, parce qu'ils ont une organisation complètement tentaculaire et difficile entre les différents services. Pour réussir à parler avec eux, c'est quand même complexe, même s'il y a un énorme boulot qui a été fait des deux côtés. Hein. Mais du coup, là, on sent qu'il y a beaucoup de tensions, et je pense qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils allaient avoir leur atelier tout chaud, tout prêt. En fait, ils se retrouvent comme avant, dans une friche où il va falloir mettre la main à la pâte, d'un point de vue financier, puis avec les mains, mais aussi d'un point de vue discussion avec les autorités municipales. Parce qu'on va être en conflit, c'est obligé. Ça. Et le fait que la prochaine friche là, en fait, les séparations entre les espaces, ça a été fait. Voilà, ça a été fait par la ville, vraiment construit par la ville. Au contraire d'ici, où les séparations ont été faites par les artistes. Ouais, quasiment. Est-ce qu'on se rapproche plus d'un équipement artistique et culturel dans la prochaine friche? Est-ce qu'on quitte un peu le projet d'origine d'une friche artistique pour continuer sur ma réflexion d'accompagnement de gens issus de milieux alternatifs qui occupent un bâtiment? Oui, en fait on grandit, on a muté, l'époque a changé, nous on a vieilli, on est à la 3e friche. D'un autre côté, on a quand même toujours un fonctionnement très participatif, très collectif, qui se veut dans l'échange, le partage. Donc ça c'est un peu antagoniste, mais effectivement, on pourrait se poser la question justement de changer de... on change de statut, en fait, aux yeux des institutions, des gens, de nous-mêmes. Et du coup, ça serait, effectivement, on pourrait être moins dans l'émergence, mais plus dans on pourrait être plus proche de cultures déjà plus reconnues, plus institutionnalisées. Ça pourrait devenir ça. Moi, c'est pas ce que j'ai envie. Non, justement. C'est comment... l'idée, ce serait comment de se prémunir de ça? Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui est partagée avec les gens actuellement, en fait? Est-ce que la sauvegarde... je suis un peu persuadé qu'on a quand même un ADN qui vient de ces friches-là, en fait, et qui ne va pas disparaître, en fait, en changeant simplement de lieu. On est bien d'accord. Mais est-ce qu'il va s'atténuer, ou est-ce qu'il va muter sous une autre forme? Et si oui, laquelle? Je ne sais pas. Comment tu l'envisages, ça? Ta projection dans du collectif Lamartine dans le prochain espace? Moi, je pense que si on veut trouver une place dans la société ou dans les rapports de force, tels qu'ils sont avec aujourd'hui dans la culture, on a intérêt à avoir un poids sur les populations et les assos qui sont autour des futures friches. Le tissu... Ouais, je pense que le tissu populaire, social, je dis pas devenir une MJC, toujours pas. Mais je pense qu'on a un truc à créer à cet endroit-là, parce que l'offre de friches
on va dire, un peu plus libérale, elle arrive là, c'est devenu à la mode. C'est quoi? C'est quoi que tu appelles des friches libérales? Ben, c'est-à-dire que c'est Bouygues qui décide de mettre à dispo pendant 3 ans une friche et qui va louer à des artistes, beaucoup plus cher qu'ici. Et au bout de 3 ans, ben, en fait, il va vendre cet endroit-là qui aura pris une plus-value financière importante. Donc on participe à la gentrification de la ville. C'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, on est complètement dans ce système-là, ce qui n'est pas... c'est ce qui n'a pas été, nous, notre mode de fonctionnement. Mais on voit bien qu'il y a des friches éphémères qui se créent à droite, à gauche, et qui permettent ça, oui. Et du coup, quand tu vas dans ces friches-là, tu demandes, tu dis Enfin, tu parles à quelqu'un qui bosse au bar et il ne sait même pas ce qu'est cette friche, qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment, il ne participe à aucun projet collectif. Oui, il est dans une économie, enfin il est dans voilà, c'est ça. Et je pense que nous, notre modèle, en fait, il est complètement minoritaire. Ici, là, la friche Lamartine, il y en a d'autres, hein, on n'est pas les seuls. Hein. Mais aussi, du coup, on est un peu les vieux de la vieille aussi, par rapport à ces bouleversements actuels, à ces marées qui se déversent sur nous, parce que je pense qu'il y a un changement de pensée et de rapport au temps, à l'argent. Est-ce que du coup, ton rapport sur la fonction un peu symbolique d'une friche artistique, et notamment sur la prochaine, ça serait quoi en fait? Ça serait de pouvoir sauvegarder en fait notre modèle comme celui en fait d'un endroit qui peut permettre l'émancipation, l'émergence en fait de pratiques artistiques. Et la transformation de l'individu. Ouais. Sans parler de modèle économique ou d'un. Enfin, je veux dire, voilà, on est plutôt sur, sur la pratique artistique en elle-même, quoi. Oui, puis pour moi, qui interroge plus le cœur de l'être plutôt qu'une réussite financière. Professionnelle, ouais. Ça, ouais. Enfin, ouais, aussi, mais en tout cas, pour moi, ce qui est au centre, ça serait plutôt ça. Et je trouve que dans un quartier, c'est quand même sympa quand il y a des gens qui disent « Ah, il y a la friche, là, c'est un fantasme ». Ah oui, c'est possible que moi aussi, qui n'ai jamais dessiné, je puisse me mettre à faire du dessin, je peux rencontrer des gens créatifs. Enfin, moi, je vois quand on a accueilli des jeunes ici pendant le festival ou à d'autres moments, ils n'étaient pas du tout dans les mêmes rapports d'autorité qu'en entreprise, où ils sont en échec, par exemple. Enfin, moi, j'ai discuté avec des jeunes qui ont discuté avec Clémentine, avec machin. En fait, ici, on a tellement Enfin, c'est un peu l'école de la marge, quoi. Donc, il y a un côté plus humain, et moi, j'ai envie de défendre ça. Je trouve que c'est important. C'est ça, donc pour toi, il y aurait un peu une fonction symbolique, en fait, que c'est possible, en fait, le droit à l'essai, le droit à l'échec, le droit à être stimulé à cet endroit-là, alors qu'on pensait que c'était pas possible, et que là, du coup, on est mis en situation de pouvoir tenter quelque chose. Ah ouais, puis le droit à l'originalité. Parce qu'il y a quand même une pression des masses médias sur, je vais dire, le football, parce que nous, en plus, le bâtiment va être détruit pour un terrain de football, mais on le savait, ça. Mais il y a une espèce de masse média qui te pousse pour être dans une norme. Et ce qui est bien, c'est que les gens aient la liberté d'essayer d'autres choses. Et nous, ici, on est un peu cette source de diversité. Enfin, j'espère qu'on va réussir à la garder, malgré le fait que les lieux vont être plus petits et qu'on a besoin de renouvellement. Enfin, moi, j'aimerais plus qu'il y ait des jeunes... Enfin, moi j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes de quartier qui viennent à la friche pour enregistrer leur album de rap ou... Voilà, c'est un cliché. Hein, mais... Oui, j'entends. Ouais. Mais du coup, en fait, il y a ce côté un peu, pas populaire, mais un peu quand même, une dimension populaire, un peu plus que la friche ici, Lamartine était un peu... Il n'y avait pas de l'entre-soi, mais il y avait quand même... C'est inscrit dans un réseau un peu particulier, un peu alternatif. Très inscrit dans le théâtre de rue, par exemple, genre, le spectacle de rue, il y a quand même beaucoup de ça dans l'ADN de la friche Lamartine, pour parler que du côté spectacle vivant. Toi, est-ce que sur la prochaine friche, justement, ce côté populaire, là, de donner la possibilité à des gens qui ne sont pas forcément inscrits dans une démarche professionnelle, en fait, de devenir comédien ou musicien et tout ça, de leur donner plus la possibilité de tenter des choses artistiques, d'être sensibilisé à ça? Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a plein de gens à la friche qui sont contre. Ouais. Et parce que justement, si tu fais ça, en fait, qu'est-ce qui te distingue d'une MJC, par exemple? En fait, c'est parce que tu peux avoir plusieurs
plusieurs fonctions. C'est-à-dire que tu peux rester la friche, la Martine qui produit, mais que dans 5% ou 3% du temps, en fait, tu t'ouvres plus sur l'extérieur et que le dimanche, il y a l'atelier couture de la mémé du coin qui vient montrer comment elle faisait. Il y a l'assaut de jeu qui va occuper une fois par mois, il y a une journée jeu et tout le monde va jouer ensemble. Des musiciens, des frichards et les gens du quartier, en gardant toujours ce côté de fonctionnement global, anarchique et tout, mais que soit un peu plus saupoudré de cette ouverture sur l'extérieur qui nous a été interdit ou qui nous interdit pour des histoires de normes, etc. Bon, on aurait pu prendre le gauche. Oui, exactement. Mais bon, je pense qu'après ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi, j'ai pas. Après, je connais pas exactement le fonctionnement d'une EMJC, mais après, je pense pas qu'on deviendra une EMJC. Non, je dis ça par provocation. Mais... Oui. Non, mais moi, c'est bien des discussions que j'ai pu avoir, et notamment des gens qui venaient faire de la recherche artistique ici et qui, à côté, avaient un boulot plus gagne-pain, et ils n'ont pas envie de refaire un truc social ou un truc. Eux, ils ont envie de faire de l'expérimentation et de la recherche. Donc ils identifient la friche comme justement c'est un lieu où ça c'est possible. C'est ça. Écoute, on va bientôt arriver à la fin. Le côté ERP là justement, est-ce que ça va permettre, parce qu'on n'a pas pris le gauche réellement, il y a eu quelques petites... il y a eu des petites parenthèses en fait dans la friche, mais ça restait très ponctuel, très ponctuel. Est-ce que là, tu penses que le ERP, le fait qu'on puisse accueillir maintenant, vraiment accueillir des gens de l'extérieur, créer des événements sains de la friche, ça a manqué, je pense, à un moment donné. Ah oui. Et après, on s'y est fait. Après, je pense qu'il y a un roulement qui a fait qu'au bout d'un moment, c'est un peu fait à l'idée. Est-ce que tu penses que la prochaine, justement, va permettre l'émergence en fait, de ce type de projet là que tu parles, quoi, c'est-à-dire de faire rentrer l'extérieur Alors, je dirais on ne sait pas comment ça va finir parce qu'on est toujours en discussion avec la ville. Il y a encore des travaux à faire vis-à-vis de l'ERP et on voit bien. Est-ce qu'on pourra vraiment avoir l'ERP? J'espère. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a comme ce doute-là. Effectivement, je pense nous, dans notre changement de paradigme, ça va être justement qu'on va pouvoir accueillir des gens de l'extérieur et il faut qu'on en profite, justement, pour que ça crée justement moins d'entre-soi, que ça puisse plus mixer. On a parlé de cantines qui pourraient peut-être être ouvertes sur l'extérieur, ou autrement plus de spectacles, ou ce genre de choses, ou de résidences, ou de stages, de cours. Ouais, je pense que c'est vraiment un chouette endroit. Je pense que ça va être un endroit à investir et qui va peut-être nous secouer un peu par rapport à nos habitudes de papy, de la Martine, avec son bureau de création, enfermé de son côté et qui a peu de retour avec l'extérieur. Je pense que ça va nous faire du bien. Enfin, moi, j'aimerais. Oui. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un mot de la fin? Pas spécialement. Je pense qu'on va continuer à bien s'amuser. Ouais. Voilà. Et puis merci. Merci à toi. On a tous quelque chose de beau.